Le diagnostic est effectivement que le patient est de plus en plus laissé à lui-même au milieu d'un parcours de soins qui devient de plus en plus complexe. Alors évidemment, moi je dis d'où je parle, hein, je suis directrice d'une association, j'ai fondé une association de défense des droits des malades de cancer. Alors pour les malades de cancer, il y a toute la partie prévention, toute la partie dépistage qui est effectivement importante. Et on se rend compte que l'État français fait beaucoup pour le dépistage. Dès que vous avez 50 ans, vous recevez dans une enveloppe avec le dépistage du cancer colorectal, une enveloppe pour vous dire d'aller vous dépister d'un éventuel cancer du sein. Et à la fois, la difficulté là, il y en a une première, c'est que on a toujours peur tous de se faire dépister. Il y a beaucoup de malades qui se disent, ou de futurs malades qui se disent, j'ai un truc qui va pas, est-ce que je vais vraiment y aller? On est nombreux à faire la politique de l'autruche, c'est assez courant. Et là, entre en jeu un personnage extrêmement important dans le parcours de soins, le médecin généraliste. C'est lui qui va vous dire, vous avez 50 ans, il est temps de faire votre mammographie, vous avez 50 ans, pensez au cancer colorectal. Et il se trouve que les Français ont de moins en moins accès à des médecins généralistes, c'est de plus en plus compliqué. Donc il y a de nombreux Français et Françaises qui reçoivent déjà une invitation à un dépistage et qui n'y vont pas parce qu'ils n'ont personne derrière pour leur dire mais allez-y, c'est pas une blague, il faut vraiment y aller, ça peut être grave. Et puis ensuite, une fois qu'ils sont dépistés, s'ils sont dépistés, il y a un second problème, c'est l'accès aux professionnels de santé. On ne dira jamais assez, les nombreuses plateformes de prise de rendez-vous, c'est excellent quand évidemment on a Internet, quand on sait s'en servir, quand on n'est pas dans une zone blanche, quand on a moins de 70 ans, mais il y a de nombreuses personnes qui n'ont pas accès à tout ça. Évidemment, ce sont les personnes les plus fragiles, celles qui vont développer le plus de maladies chroniques, les plus âgées, j'entends, et c'est parfois difficile pour elles d'avoir accès effectivement à ce savoir qui leur donne accès à ces rendez-vous. Et puis enfin, la dernière chose, c'est qu'une fois que vous êtes entré dans le parcours de soins, si vous avez la chance d'être dans un hôpital ou dans un centre de lutte contre le cancer, par exemple dans le cas du cancer, l'ensemble de votre parcours de soins, il est pris en charge. Donc vous entrez au début de la prise en charge et vous sortez de la prise en charge. Il y a des tas d'endroits et de tas de territoires en France où c'est pas le cas. Donc vous allez d'un cancérologue à un radiologue qui vous envoie chez un médecin, d'un médecin oncologue d'oncologie médicale, et puis ensuite vous partez chez un autre spécialiste. Et il y a de nombreux Français qui sont perdus. Et une fois de plus, les plus perdus, c'est toujours les personnes qui ont le moins accès à l'information. L'isolement financier est souvent lié à l'isolement territorial. Évidemment, c'est pas à Paris 16e qu'on a des problèmes à trouver des professionnels de santé. Mais évidemment, quand vous êtes dans des endroits, dans des territoires qui sont moins bien dotés en médecins, vous vous retrouvez à devoir gérer quasiment un emploi du temps de ministre avec un spécialiste qui peut être d'un côté du département et un autre spécialiste d'un autre côté du département. Ça suppose que vous avez accès au transport, que vous avez vous-même un transport et que par ailleurs, vous êtes capable d'organiser votre temps entre tous ces spécialistes. Et l'enjeu, il est là demain pour les malades chroniques, c'est d'avoir une prise en charge qui leur permette d'organiser l'ensemble de leur emploi du temps pour pouvoir avoir accès à l'ensemble des professionnels de santé. Pour moi, le problème principal, d'abord, c'est le manque de médecins généralistes. Le médecin généraliste, dans le village, il faut mettre le médecin généraliste au centre du village, comme on dirait de l'église ou de la mairie. Le médecin généraliste au centre du village, il est là pour aider son patient, et son patient, surtout le plus âgé ou celui qui a le moins accès à tous ces outils qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir prendre des rendez-vous. Mais le médecin généraliste, il y a de moins en moins. J'entendais tout à l'heure dans une table ronde précédente le nombre de Français qui n'ont pas de médecin généraliste. C'est très grave, en fait. C'est très grave parce que seul le médecin généraliste peut être ce lien entre tous ces professionnels de santé et il va être un peu le poisson pilote du patient. Sauf que le poisson pilote, il n'est plus là aujourd'hui. L'objectivation de la prévention, c'est un problème, notamment dans le cancer, que je trouve assez mal prise en compte par les politiques de santé publique. Je m'explique. Aujourd'hui, il y a une espèce de mantra, c'est 40% des cancers pourraient être évités. Tout ça a été créé en 2018, me semble-t-il.
Un rapport du CIRC a été commandé justement pour quantifier les facteurs de risque dans le développement du cancer. Et évidemment, à un moment, quand on essaie de quantifier, il faut en amont décider ce qu'on regarde. On ne peut pas tout regarder. Et dans les 15 facteurs de risque, les facteurs individuels ont été notoirement surévalués. C'est-à-dire qu'il y a 8 facteurs individuels et quelques facteurs qui sont des facteurs dus à l'environnement. Pourquoi? C'est tout simple, hein. C'est plus facile, évidemment, et plus simple de demander à un individu combien de verres de vin il a bu ou combien de cigarettes il a fumé que à combien de perturbateurs endocriniens, par exemple, il a été confronté pendant les 30 dernières années. Donc, c'est une photographie qui n'est pas fausse, évidemment, personne n'a jamais dit que c'est bien de fumer et de boire et que ça ne donne pas le cancer, mais c'est une photographie qui est, à un moment donné, extrêmement partielle et partiale surtout. Et effectivement, quand on sort de ce rapport le chiffre, le mantra de 40% des cancers pourraient être évités, alors d'abord, éviter n'est pas le bon terme, c'est expliquer. Expliquer, parce que dans les cancers évitables, par exemple, vous avez le cancer du col de l'utérus. Sauf qu'on parle à des gens qui n'avaient pas accès au vaccin contre le papillomavirus il y a quelques années. Dans les cancers évitables aussi, il y a tous les cancers liés à l'amiante. Enfin, les gens qui sont confrontés à l'amiante, ils ne sont pas nécessairement volontaires. Donc il y a une espèce de grand boubli-boulga qui s'est fait autour de ces cancers évitables et explicables. On peut dire que 40% des cancers sont explicables, ils ne sont pas tous évitables. Et mettre cette culpabilité sur le dos du patient, les gens se disent mais je ne vais pas y arriver, quoi. Il faut que je fume pas, que je boive pas, ok, mais que je mange sain et que je fasse du sport. Et parfois, les patients se retrouvent écrasés par la culpabilité de cette maladie qui leur arrive. Puis il y en a plein qui disent bon, bah, c'est pas possible, je vais pas y arriver, laissons tomber. Je pense qu'il y a certains pays qui ont pris le parti d'avoir des discours autour de la prévention plus réaliste. C'est par exemple le cas du Canada qui dit ben voilà, si vous buvez un verre de moins par jour, votre risque de cancer descend d'autant de pourcents. C'est plus envisageable pour quelqu'un de dire ben, je vais boire un verre de vin de moins par jour ou 2 verres de moins par semaine que de se dire j'arrête complètement de boire. Mais en France, on est dans une espèce de culpabilisation qui fait que les gens ont le sentiment que la prévention, c'est quelque chose qui est tellement compliqué que c'est pas à leur portée. Le traitement, ça serait d'avoir un suivi réel du patient à travers un parcours de soins qui soit évidemment traçable du début à la fin, ce qui est loin d'être le cas pour le moment. Le DMP, ben, on en rêve tous, hein, ça fait 10 ans qu'on en rêve tous. Le DMP, c'est évidemment sur le papier, enfin en tout cas dans la data, une excellente idée. Ben, il n'y a plus qu'à attendre que ça fonctionne vraiment. Les patients sont censés être présents dans les conseils d'administration des hôpitaux. Aujourd'hui, les associations représentatives des patients sont présents dans la plupart des hôpitaux. La problématique, c'est toujours la même, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de patients qui sont prêts à donner du temps, c'est beaucoup d'investissement et qui suivent vraiment les choses. Et nous, associations, avons beaucoup de mal à trouver des membres de nos associations, des volontaires pour aller suivre ça dans les hôpitaux. Mais c'est absolument indispensable. Moi, j'aurais une mesure phare extrêmement simple, c'est de mettre dans chaque hôpital un chef de gare. C'est-à-dire, il y a certains hôpitaux d'ailleurs qui le font, hein, qui ont inventé ça, c'est mettre une personne qui soit responsable de l'ensemble des patients. Pour dire à la dame qui arrive aux urgences et à qui on dit bah, vous avez une suspicion de cancer, passez au service radiologie, bah, la prendre par la main, l'amener au service radiologie, parce qu'un hôpital c'est une ville, il y a des gens qui se perdent. C'est bête, mais c'est la réalité. Pour aider les patients à mieux comprendre leur parcours de soins, parce que quand on dit à une personne âgée qu'elle a une tumeur de tel grade, souvent elle ne comprend rien. Et donc vraiment avoir une personne qui soit là pour accueillir chaque patient qui ne comprend pas et finalement lui servir une fois de plus de poisson pilote dans cette espèce de ville parfois tentaculaire que peut être un hôpital.